Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Depuis des mois, chez Programme B, nos journées sont rythmées par un projet qui nous tient très à cœur. Un livre dont on vous a déjà pas mal parlé qui s'appelle La mytho des fachos et dont on vient de recevoir les premiers exemplaires avant sa sortie en librairie le 29 mai. Un livre qui explore les ramifications culturelles des grandes obsessions de l'extrême droite contemporaine pour mieux les comprendre et surtout mieux les débusquer. Mais histoire que tout ça ne soit pas trop plombant, on a tenté d'y insuffler un petit peu de légèreté grâce au talent d'un de mes vieux camarades, le dessinateur Terreur Graphique, qui signe les illustrations du livre. Terreur, vous pouvez le retrouver dans la presse, notamment dans l'IB, tous les week-ends, mais également en librairie, lui aussi, puisqu'il est l'auteur de nombreuses BD. La plus récente, sans doute l'une de ses meilleures, est parue en tout début d'année chez Casterman. Elle s'appelle L'addiction, s'il vous plaît, confession d'un alcoolique qui se soigne. Une BD passionnante et assez bouleversante sur le difficile chemin de la sobriété quand on est aux prises avec les addictions. Terreur, il était venu en parler chez mon autre camarade Camille Test, dans son podcast Encore Heureux, et je vous propose de découvrir tout de suite la conversation qu'ils ont eue ensemble avec l'autrice Charlotte Perronnet. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Je suis très contente de vous recevoir pour avoir cette conversation. Charlotte Perronnet, tu es ingénieure en agriculture, journaliste, tu as été restauratrice, tu as fait plein de choses dans ta vie, je le dis parce que ça a son importance pour la suite, on va le voir. Désormais, tu es aussi autrice, puisque tu as publié en 2025 un livre qui s'appelle « Et toi, pourquoi tu bois ?» aux éditions de Noël, où tu remontes aux racines de ton addiction à l'alcool. C'est une addiction que tu décris comme multifactorielle, ça on va y revenir. Avant ça, j'aimerais bien que tu nous dises, c'est quoi ta définition à toi de l'addiction ? Oh, on commence dans le dur. Ma définition de l'addiction, je pense que c'est plutôt essayer de s'en passer et on se rend compte si on est addict ou pas, si ça manque. Moi, je trouve que c'est un bon test pour se rendre compte si on a même un comportement un peu addict, mais à quoi que ce soit d'ailleurs en fait. On se met dans une situation où en temps normal on aurait consommé. Donc ça peut être un dîner, ça peut être une soirée, ça peut être vraiment un apéro en terrasse, ça peut être plein de choses. On se passe du produit, de l'alcool pendant ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on y pense, ne serait-ce que ça ? Est-ce que ça nous manque ? Et si ça nous manque, pourquoi ? Est-ce qu'il y a un petit truc en moins ou en plus ? Comment on se sent le lendemain ? Et c'est peut-être ça. Et dans mon cas, l'addiction, c'était le moulin qui tournait dans ma tête, quoi, non-stop. J'avais un monstre, en fait, moi, qui me parlait vraiment. C'était qui me faisait me servir, vraiment en permanence. Et il n'y avait rien à faire, quoi. Il était plus fort que tout. Et est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir des addictions sans le savoir ? Moi, je pense que déjà, notre téléphone, on est peut-être tous un peu addicts à notre téléphone. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, je pense qu'on peut être addict sans le savoir. Finalement, ça pose pas forcément un problème dans notre quotidien, que ce soit dans le boulot, dans les relations ou... Ouais, je pense qu'on peut tous avoir des comportements addicts qui sont plus ou moins problématiques, quoi, mais ouais. On va y revenir bien sûr à ça, à ok, c'est quoi nos addictions, comment on s'en débarrasse ou pas. Vous allez nous expliquer, bien sûr. Fred Lassagne, Terreur Graphique, tu es auteur de bande dessinée. Ta dernière BD, elle s'appelle L'addiction, s'il vous plaît. Elle est sortie début 2026 chez Casterman. C'est une BD qui traite du sujet de l'addiction avec sérieux, mais aussi avec beaucoup d'humour. Et c'est un récit très personnel. Est-ce que se livrer sur ton addiction à l'alcool, ça a été plutôt un gros effort, une libération, un peu les deux ? Comment tu l'as vécu ? Naturellement. C'est sorti un peu comme ça venait. Je l'ai raconté en parallèle de ma thérapie, en fait, avec les addictologues au XAPA. Et moi, mon médium, c'est la bande dessinée, donc j'ai commencé à raconter les choses sur Instagram. Et puis, j'ai pas mis de filtre, et puis c'était parfait. On l'a compris que vous deux, vous parlez de consommation d'alcool, mais par bien des aspects, en fait, ce que vous allez raconter, on pourrait l'appliquer à plein d'autres substances ou à plein d'autres pratiques, la cocaïne, la cigarette, le jeu, certains médicaments, enfin, bien sûr pas tout, mais j'invite les auditeuristes qui peut-être se sentent touchés par d'autres tendances, d'autres inclinations, d'autres addictions à nous écouter jusqu'au bout. J'ai lu vos deux ouvrages en parallèle et l'une des premières choses qui m'a frappée, c'est que vous remontez tous les deux le fil de votre vie, vous allez chercher un peu les racines de cette addiction et en fait on arrive carrément jusqu'à l'enfance, quoi. Ouais,
Oui, tout à fait. Parce que moi, mon père était alcoolique déjà, donc il me donnait une belle image un beau rôle modèle, on va dire. Et Charlotte, j'ai lu son livre aussi, et du coup, c'est pareil. On a un peu le même parcours de boire comme ça aussi. Il y a l'adolescence qui fait que il faut toujours combler des vides, je dirais. Ou montrer qu'on boit beaucoup. Pardon, je suis un peu confus. Mais c'est là où j'ai découvert que j'aimais vraiment boire. Oui, parce que ce que tu montres dans ta BD, c'est qu'à la fois, tu vois ton papa avoir une consommation d'alcool que depuis ton enfance, tu arrives à percevoir comme un peu excessive, même très excessive. Et pourtant, en fait, à un moment, tu prends sa place, en quelque sorte. Tu utilises la métaphore du chien. Enfin, tu te présentes comme le personnage d'un chien. Et ce chien, c'est un peu cette personne qui boit. Et tu prends le personnage de chien qui boit de ton père, quoi. C'est un peu comme ça que tu le présentes. C'est un peu comme ça, oui. Et non, parce que moi, toute ma vie, je voulais pas ressembler à mon père. Tu vois, c'est vraiment tout ce que je voulais éviter. Avant qu'on me dise que j'étais alcoolique comme mon père, je pensais que j'étais meilleur que lui. Parce que je buvais mieux, parce que je buvais cher, parce que je buvais différemment. Je me cachais pas, je buvais du vin naturel. Voilà, j'étais entouré par des vignerons, je faisais des étiquettes de vin, pas de problème, la grande vie. Tout le monde était comme moi autour de moi. On comptait les bouteilles, on faisait les photos des bouteilles en fin de soirée. C'était le cool de l'alcoolisme. Mais en fait, non. J'étais comme mon père. Charlotte, tu te retrouves un peu dans ce profil-là. Raconte-nous, toi. Moi, j'étais alcoolique option œnologue, quoi. C'est-à-dire que je buvais, mais je buvais pas de la merde. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc de se dire, non, je suis pas alcoolique parce que je bois pas de piquette. Mais ce qui est une vraie connerie, en fait. Parce qu'évidemment qu'on peut être alcoolique en buvant des très bonnes choses. Moi, j'ai pas des parents alcooliques. Pour autant, mon premier verre, je l'ai bu en famille. J'avais 13 ans et c'était un rite de passage, un repas de Noël, un petit verre, un petit fond à partir de 13 ans. Enfin voilà, il y avait un truc vraiment très traditionnel et presque sacré. Je rentrais dans la famille de manière hyper officielle avec ce verre-là. Et derrière, il y avait vraiment ce côté de... Je voulais tellement rentrer dans le moule. Et je pense que c'est une des choses qui a fait que j'ai beaucoup bu. C'était finalement pas me faire remarquer, toujours me faire intégrer, avoir mes potes... Et en fait, c'est ça. Ado, on boit parce que c'est cool et que c'est ce qu'on fait, non ? Après, à l'école, c'est pour s'intégrer, le bizutage et tout ce qui s'ensuit. Et derrière, je me rends compte que c'est une manière un peu d'emmerder le monde, mais tout en étant un peu ce côté un peu grande gueule. Et je me dis, je me fais remarquer comme ça, c'est sympa. En plus, c'est le moment où je fais de l'œnologie, donc on boit des bonnes choses. Donc en fait, on n'a jamais de problème avec l'alcool. Et puis, tellement de raisons, en fait, tellement de raisons de consommer et une maladie qui s'installe, mais en tout cas, pour ma part, vraiment, mais sans s'en rendre compte. Mais c'est-à-dire que même jusqu'au dernier moment, la gueule en sang, pour moi, je suis pas alcoolique. Oui, tu racontes qu'en fait, partout là où tu passes, donc école d'ingénieur, on boit et c'est normal et c'est bien vu. Plus tard, tu deviens journaliste, tu intègres une rédaction. Pareil, en fait, boire, c'est une façon de s'intégrer, mais en fait, ne pas boire, c'est une façon de se faire exclure. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup touchée parce que, étant journaliste moi-même et ayant commencé ma carrière dans une rédac où effectivement, ne pas boire, c'était passer à côté des opportunités cool, et c'est pas du tout la même entreprise, quoi. Donc ça m'a révoltée. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de tellement commun, quoi. Enfin, moi, j'ai été journaliste, j'ai été restauratrice. Je suis passée par le monde agricole. Ces trois milieux-là sont touchés par l'alcool, mais honnêtement, pour discuter avec plein de gens, et j'ai l'impression que ça n'épargne personne, en fait. Tous les milieux sont concernés. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect où, alors moi, dans le milieu agricole, pour le coup, c'était presque... blasphématoire de refuser. Il y avait un truc où vraiment, je pouvais pas dire non. En tout cas, je ne savais pas dire non. Et j'avais vraiment pas envie de dire non. Quand un producteur me propose à 10h du mat, juste après avoir fait la traite des vaches, un Ricard ou un whisky, et en fait, je refuse pas, quoi. Je refuse pas parce que c'est ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, je serais probablement beaucoup plus à l'aise pour dire non. Et en tant que journaliste, plus tard, c'était une manière de se montrer. Et ça, d'ailleurs, c'était très dur. Franchement, c'était vraiment très dur parce qu'il fallait en être dans tous ces événements où on consommait. Il fallait se montrer. Ce truc un peu des hautes sphères où il faut se montrer. Il faut en être, en fait, pour être envoyé sur les meilleurs terrains, obtenir les meilleurs contrats. Enfin, voilà, c'est beaucoup l'image. Et en même temps, moi, je joue un rôle hyper dangereux. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je consomme déjà
plus que tout le monde. Et donc, il faut en être, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que je dégueule de manière pas discrète en plein milieu de la soirée ? Bah non, en fait. Mais du coup, c'était vraiment un jeu d'équilibriste pour moi. C'était très compliqué, quoi. Alors, vous décrivez, pour le coup, tous les deux dans vos travaux, des contextes socio-économiques assez différents. Toi, Charlotte, tu racontes que tu grandis dans une banlieue assez chic de l'Ouest parisien. Toi, Fred, il me semble que tu es plutôt dans un petit village, je crois, du Loir-et-Cher, si je ne me trompe pas. Et on voit que en fait, les problèmes sont les mêmes, mais le décor, en quelque sorte, est différent. Mais je me suis demandé quand même si, du coup, à chaque décor, il n'y avait pas un peu ces mensonges propres. Parce que, par exemple, dans les milieux bourgeois, en fait, comme vous le disiez un peu, on boit du vin nature, ou alors si c'est très bourgeois, on boit du champagne, donc c'est pas vraiment grave. Et on va se permettre de juger je mets des gros guillemets, pilier de bar du PMU qui, lui, a vraiment un problème d'alcool. Vous le percevez, ça, cette différence de milieu social et de comment notre alcoolisme, en fait, est perçu en fonction des endroits, quoi. C'est ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Moi, j'en ai connu un paquet, quand même, de gens qui disaient, moi, je suis alcoolique mondain. Non, mais t'es alcoolique tout court, en fait. C'est pas parce que tu bois du champagne ou une bouteille qui coûte plus de 15 balles que ton alcoolisme est plus reluisant que la personne qui va boire dans un PMU des demi. Enfin, en fait, ça n'a vraiment aucune valeur de dire ça. Ouais. Fred. Oui, mondain n'enlève rien à l'alcoolisme, ouais. En fait. Et, moi, j'en ai vu beaucoup des piliers de bar, mais même dans tous les milieux, il y en a. Mon père en était un. Et en fait, à certaines périodes de ma vie de buveur, j'en ai été un. Parce que j'avais envie de aussi... il y avait un côté cool aussi à être le pilier de bar, en fait. À certaines périodes, c'était très, très bizarre. Après, c'est suivant les milieux dans lesquels on évolue aussi. Dans le Loir-et-Cher, par exemple, c'était très cool d'aller dans les bars cool et faire le pilier de bar, quoi. Et après, quand j'ai bossé pas mal avec les vignerons nature, tout ça, c'était la norme, quoi. En fait, l'alcool en France, c'est la norme. Donc, c'est nous l'anomalie. Nous sommes l'anomalie qui ne buvons pas. Enfin, c'est ce qu'on croyait, en tout cas. Ce qu'on nous a fait croire. On est encore dans une société où, quand je sors dehors, je vois une pub pour du whisky. On n'a plus le droit de faire de pub pour les clopes, par exemple, mais il y a toujours des bouteilles de whisky partout. C'est difficile, la mentalité des gens, comme on l'a dit, c'est aussi de nous culpabiliser parce qu'on ne boit pas. Comme Léa Salamé l'a fait avec Artus, à lui dire vous devez vous faire chier dans la vie. Donc, c'est vraiment sortir d'une norme qu'est l'alcool en France, quoi. Vous sentez culpabilisé encore aujourd'hui ? Vous avez besoin de vous justifier ? Ça vous arrive de devoir le faire ? Moins parce que on est entouré par des gens bienveillants, notamment dans le vin. Mes potes vignerons, tout ça, ils ont été d'une aide incroyable avec moi. Mais ça arrive, mais c'est par des gens extérieurs parfois, quoi. Moi, plus trop. J'ai plus ce sentiment-là. Alors, peut-être aussi parce que je suis beaucoup plus affirmée dans ma sobriété. Et dès le début, moi, j'ai décidé de dire aux gens, en fait, je suis alcoolique. Et heureusement, on vit quand même dans une France dans laquelle, quand on dit je suis alcoolique, on n'insiste pas trop. On nous dit pas qu'on est pénible, heureusement. On comprend quand même un peu le caractère grave, mais parce que ce mot est lourd, en fait. Moi, je l'exprime comme une maladie. En fait, je suis malade alcoolique. Les gens se disent, oula, ouais, ok, on va pas lui proposer parce que ça peut déraper. En fait, eux, probablement, imaginent ça. Tant mieux, ça m'arrange. Du coup, je suis un peu moins stigmatisée. Mais moi, j'aime à penser que... ça fait 4 ans et demi que j'ai arrêté de boire et je trouve quand même qu'on évolue bien. Et dans le bon sens, j'ai moins et j'entends moins de remarques des Léa Salamé. Oui, c'était un peu à contre-courant, parce que dans la vraie vie, moi je vois les bars où j'allais, qu'on fait rentrer pas mal de softs différents. Il y a toutes les nouvelles générations boivent beaucoup moins. Donc j'imagine que la société avance un petit peu, quoi. Des personnes qui font des réflexions comme ça, aujourd'hui, c'est probablement eux qui sont un peu chiants, en fait. On inverse un peu le curseur. Oui, dans les tendances, effectivement, on voit que les jeunes générations des Gen Z fument moins et boivent moins, ce qui est assez encourageant. Toi, Charlotte, donc le titre de ton livre, c'est « Et toi, pourquoi tu bois ?» Donc évidemment, je me suis demandé, mais pourquoi je bois quand je bois ? 2 réponses que j'ai trouvées, et Fred, que tu abordes dans ton travail, c'est souvent l'ennui, en fait. On est avec des gens, bon voilà, en fait, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, on pourrait y aller, puis on continue parce qu'on continue, quoi. Et aussi la saturation, parfois typiquement le bar où il y a du bruit, la lumière est forte, on s'entend à moitié et en fait ça devient trop intense sensoriellement, un peu pour limiter ça. Et ça, évidemment, c'est souvent derrière les gens qui sont particulièrement sensibles à ça, il y a des gens qui peuvent être neurodivergents, par exemple avoir un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a déjà fait un épisode sur le sujet, c'est ton cas, Fred, et je sais que tu fais un lien entre
le TDAH et l'alcoolisme. Oui, parce que mon addictologue m'a dit qu'il y avait un lien. Donc, je fais un lien. Comme j'ai déjà des enfants TDAH, il s'est dit qu'on allait passer les tests quand même. Et évidemment, oui, on a une propension beaucoup plus que les autres à l'addiction et à plein de choses. Moi, je suis pas qu'addict à l'alcool. Hein, je peux être addict à n'importe quoi. Hein, par exemple, je prends un paquet de bonbons. J'ouvre le paquet de bonbons, je dis j'en prends qu'un. Et 10 minutes plus tard, j'ai mangé tout le paquet. Mais c'est de façon irrépressible. Hein, c'est comme ça pour tout. Moi, j'adore les disques. J'achète des disques tout le temps, même quand je peux pas, quoi. Il y a vraiment un truc addict obsessionnel, quoi, limite. Avoir ce diagnostic-là, par contre, ça m'a permis de revoir ma vie sous un autre filtre, quand même. Tout, les addictions, l'enfance, tout ça. Le gamin, qui était le gamin chiant que j'étais, d'un coup, est devenu un gamin avec un TDAH. Toi, Charlotte, tu parles aussi du fait que tu es une femme... Enfin, tu te définis comme lesbienne ou pansexuelle à tendance lesbienne, c'est ce que tu mets dans ton livre. Tu fais un lien aussi avec le fait d'être une minorité sexuelle et potentiellement ton rapport à l'alcool. Ah oui, oui, clairement. Tout à l'heure, tu disais que ma picole était multifactorielle. Clairement, mon homosexualité a joué un rôle immense. Parce que toujours ce souhait, en fait, de rentrer dans la norme et de m'oublier, en fait, énormément dans tout ce processus. Et notamment pendant toute une période cette période du coming in, où en fait, c'est-à-dire que moi, j'essaie déjà de savoir qui je suis avant de l'exprimer au monde. Et cette période a été noyée, en fait, sous des litres d'alcool. C'est-à-dire que moi, j'avais cette petite intuition au fond de moi qui me disait, mais en fait, tu pourrais juste aimer les femmes et c'est OK. Sauf que non, en fait, moi, dans mon monde, dans ma banlieue ouest parisienne un peu chicose, déjà, être lesbienne, c'était pas une option. Assez simplement, ça n'existait pas. C'était le bastion de la manif pour tous. Enfin, vraiment, je n'en connaissais pas. C'est d'ailleurs délirant, en fait, de dire ça, mais j'en connaissais pas. Et donc, quand cette intuition m'est venue, moi, je connaissais quelque chose qui était assez efficace pour faire taire ma petite voix, c'était boire. C'était boire de la bière. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai bu de la DSP et en parallèle de ça, je me suis dit, je vais me rassurer et me convaincre que non, j'aime quand même les garçons et que je rentre dans la norme. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et donc, j'ai multiplié les rencontres. J'ai rencontré plein de garçons. Et plus... c'est simple, en fait. Hein. Plus je buvais, plus je baisais. Plus je baisais, plus je buvais. Plus j'avais envie de boire. Et ça a duré longtemps. Ça a duré trop longtemps, en tout cas. Parce qu'en fait, il y avait un truc de l'ordre de ne pas supporter, en fait, ce qui se passait. Mais c'était une manière... de taire mon désir, de supporter ce qui s'était passé. Et jusqu'à un jour où il y a eu... je sais pas pourquoi ce jour-là, d'ailleurs, mais c'était la cuite de trop, quoi. Le mec de trop. Et je me suis dit, non, mais là, en fait, il va falloir rencontrer d'autres gens. Il va falloir t'écouter. Mais ça a été long. Ça a été long et ça a été noyé. Ce dont tu parles et ce qui est évoqué dans ton livre, c'est le fait que l'alcool peut jouer un rôle d'inhibiteur et ou nous donner une espèce de désir sexuel factice qui peut nous permettre de passer à l'acte à des moments où, au fond, on n'aurait pas tellement envie de passer à l'acte. Et ça, évidemment, ça implique aussi des violences sexuelles potentielles. Tu montres que la consommation d'alcool est impliquée dans 40% des violences familiales et conjugales et dans 30% des viols en France. Et c'est vrai que très souvent, quand on se tourne vers des histoires de gens qui ont eu des enjeux avec l'alcool, à un moment ou à un autre, on voit quelque chose autour, soit de quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle ou de viol, soit de gens qui ont été victimes avant et l'alcool est venu pour en quelque sorte gérer le trauma qu'il impliquait, soit des gens qui ont aussi perpétré des violences sous alcool. Et c'est important de le dire aussi. J'aimerais bien avoir votre regard sur ça. Moi, je côtoie les alcooliques anonymes et j'ai l'impression que c'est un dénominateur commun. Mais enfin, c'est terrifiant, en fait. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques réunions. Quelques semaines, je me suis dit, mais on a tous ce dénominateur commun des violences, des VSS. C'est terrifiant, en fait, de faire ce constat-là. Et pour autant, moi, quand ça m'est arrivé, la première chose que j'ai pensée, et comme quoi il faut en parler,
c'est j'avais bu, je l'ai bien cherché. Comme quoi, il faut sacrément changer notre façon de penser par rapport à l'alcool, en fait, parce qu'en fait, évidemment que ivre-mort, on n'est pas consentant. Et j'ai mis beaucoup de temps. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, je galère un peu avec ce truc-là, de me dire, ouais, mais en fait, si j'avais pas été bourré. Et en fait, évidemment que non, parce qu'en plus maintenant, enfin, je pense qu'on commence à en parler, que l'alcool est même une circonstance aggravante. En fait, dans le cas de VSS, c'est oui, plus... légalement, c'est aggravant. Ouais, c'est plus une excuse, quoi. C'est vraiment une circonstance aggravante. Mais moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, bon, bah, j'avais bu, peut-être j'ai pas envoyé les bons signaux, et le mec, dans tous les cas, dira qu'il était bourré. Et que donc, il se rappelle de rien. Mais c'est trop facile, en fait. Oui. En tant que mec, je vais réagir à ça. Évidemment, moi, j'ai beaucoup bu. Et j'ai surtout infligé des traumatismes à ma famille. Parce que j'ai bu et j'ai eu des conduites sexuelles d'infidélité, de non-protection et tout ça. Et c'était l'enfer pour la femme qui vivait avec moi, en tout cas. Et puis pour mes enfants, et puis tout ça. Et pour tous les gens qui sont autour de moi, les garçons comme les filles, la violence des rapports sous alcool est quand même présente toutes les soirées, je dirais, d'une manière ou d'une autre. Au-delà des violences qu'on recevrait d'autrui ou qu'on serait amené à perpétrer, il y a aussi les violences qu'on s'inflige à soi-même. Ça, c'est ce que je décrivais un peu en intro, mais je sais aussi que vous en parlez. Les bleus, les chutes, évidemment les violences psychologiques, la honte du lendemain. Parlez-nous de ça, racontez-nous comment... C'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans votre travail. Oui. Moi, je me suis cassé le poignet. Je me souviens pas comment, mais... Check ça. Ouais. Je me suis cassé le coude. Bon, je suis droitier et auteur de BD, donc ça a été vraiment un bel exploit. Je me suis mis dans des états qui m'ont mis dans la merde, mais dans le sens littéral du terme. C'est vraiment une collection de... C'est marrant parce que quand on boit, on est un peu le roi du monde, et puis les descentes, c'est quand même tout l'inverse, quoi. Et puis quand on prend de la drogue aussi dans la soirée, la descente est encore pire, donc c'est vraiment... Moi, j'ai eu vachement de mal à me regarder dans le miroir très longtemps. Maintenant, j'essaye un peu plus. Mais c'est vrai qu'on ne pense qu'au moment où on est glorieux, quand on boit beaucoup en tout cas. À un moment, on a l'impression d'être le roi du monde et le roi de la fête surtout. Et moi, j'avais jamais envie que la fête se termine. Mais ça se termine à un moment. C'était vraiment... je pense que je suis assez fier de certaines soirées où j'étais sous, mais les lendemains de ces soirées, j'étais un peu merdeux quand même. Nous, on en rigole avec mes proches. On dit que j'avais une carte de fidélité aux urgences d'à côté. Mais parce que c'est un peu vrai, en fait. J'y allais quand même vraiment beaucoup. Je connais la Riboisière, mais comme ma poche. Et même ivre. Ouais, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais en fait, c'est vrai que... poignet une fois, les genoux 2 fois, la lèvre, 25 points de suture, le crâne. Et... ouais, les mises en danger, mais permanentes. Mais... toujours une excuse, en fait. Toujours, non, mais j'ai glissé sur... Tout à l'heure, tu parlais d'un zinc de bar. Moi, je me suis fait le front sur un zinc de bar. Mais à ce moment-là, j'avais dit que oui, mais c'était glissant. Et donc, j'ai glissé... C'était l'hiver, il y avait de la neige. Je l'ai utilisé, ça. C'était glissant quand je suis tombé dans la cave du bar. Toujours une bonne excuse, en fait. Toujours un truc où on se cache. Enfin, en tout cas, moi, je me planquais. Et ce mensonge était un gros mensonge que je donnais aux autres, mais que je me donnais aussi. Du coup, en fait, ça m'arrangeait bien. Et en fait, je me disais toujours, mais si je racontais... Enfin, je sais même pas, en fait, si je détenais vraiment la vérité sur toutes ces chutes, parce que tout était tellement enjolivé autour de l'histoire que finalement... alors que évidemment que si je n'avais pas bu 6 litres de bière avant, ça se serait probablement mieux passé. Mais en fait, non, il y avait toujours un truc. Et la violence, elle est permanente. Mais moi, ce que je retiens en tout cas, et peut-être qu'elle est plus difficile finalement à déconstruire après, parce que finalement, on se répare le poignet, les genoux et tout, on se répare, mais... c'est la violence... Moi, j'avais une grosse violence tournée envers moi-même, quand même. Ma santé mentale en a quand même vraiment pris un coup. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'en étais à un stade où, à la fin, je me faisais mal, même volontairement. Parce que je comprenais pas pourquoi j'étais si mal. Et donc, je me donnais, finalement, des raisons d'avoir mal. Et c'est peut-être ça, en fait, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que je retiens. Parce que... ok, j'atterris plus aux urgences, mais j'ai pas non plus envie d'atterrir dans une cuisine avec un couteau ou des ciseaux à la main en me disant mais là je vais me faire mal. En fait, enfin voilà, c'est probablement ça en fait le plus dur. C'est cette façon dont je transpirais la violence.
Ce que tu évoques aussi sur les petits mensonges qu'on raconte aux autres, qu'on se raconte, moi c'est pas pareil parce que je bois du vin nature, moi c'est pas pareil parce que je bois pas tous les jours, ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Moi c'est pas pareil parce que je peux arrêter quand je veux. Donc ça c'est des choses qu'on raconte aux autres, c'est des choses qu'on se raconte. Et puis après, peu à peu, on peut mettre aussi en place des stratagèmes de plus en plus compliqués. Ça c'est un truc que tu racontes, Charlotte, dans ton livre. Je vais te citer parce que je trouve ça criant de vérité et de sincérité. Donc en gros, tu racontes comment tu caches ton ivresse une fois arrivé dans l'appartement que tu partages avec ta compagne et tu dis « Pour continuer à me défoncer en cachette, j'anticipe tout. Quand je pars de notre appartement le matin, mon pyjama est déjà préparé pour le soir, prêt à être enfilé dans l'entrée pour ne pas avoir à le chercher en titubant. J'enlève mes chaussures sur le paillasson avant de passer la porte pour ne pas avoir à effectuer le moindre geste qui pourrait me trahir ou me faire tomber dans le couloir de l'entrée. Et puis tu dis aussi que globalement, ton apparence est impeccable et puis ton appart est impeccable. Ça, c'est des choses classiques des addictions. C'est vraiment, on se cache sous une sorte d'apparence de personne impeccable, bien sous tout rapport. Je pense parce que sinon on ne pourra pas continuer. Donc il faut. Moi, je trouve dans le livre de Charlotte, d'ailleurs, ce que j'ai pas abordé dans mon livre, c'est vraiment le mensonge. Et quand tu mens sur les quantités et tout ça, moi, ça m'a renvoyé à des trucs. Je me suis dit, j'aurais dû en parler dans ma BD. Mais on est des gros menteurs. Ouais, le mensonge était vraiment une pierre angulaire de l'alcoolisme, en tout cas. C'est vraiment ça. Et on essaye de monter des stratagèmes pour pas se faire choper. Et, à un moment, ça se voit quand même. Et qui sont faits de manière plus ou moins consciente, en fait. Ouais. Enfin, et ce que je pensais au fait de préparer mon pyjama avant de partir de chez moi le matin, je m'en rappelle pas tant que ça, mais in fine, il était prêt, quoi. Et c'est vrai que, en fait, j'ai été élevée je pense que ça m'a vraiment bercé. Encore aujourd'hui, ce côté où il faut pas faire de vagues, il faut pas trop se faire remarquer. Et donc, c'est vrai que si j'avais montré mon ivresse, ça aurait été une source d'inquiétude. C'est certain. Enfin, franchement, c'est vraiment sûr. Et donc, j'avais à cœur qu'on ne me remarque pas. Et donc, ne pas se faire remarquer quand on est une femme, c'est aussi être un peu pimpée. En fait, c'est fou, mais plus j'étais bourrée, plus j'étais pimpée, moi. J'étais maquillée, j'étais apprêtée, il y avait ce truc où vraiment... je paraissais... alors qu'aujourd'hui, finalement, presque, je me dis, je suis plus cool, quoi. Je suis vraiment plus cool. Mais parce que j'ai moins de trucs à cacher aussi. Mais ouais. Sur la question du genre, d'ailleurs, tu le dis. En gros, les femmes alcooliques, elles sont acceptées tant qu'elles restent discrètes. Je pense pas qu'il y ait un alcoolisme plus reluisant qu'un autre, clairement pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est encore plus clandestine, en fait. On se planque encore plus, parce qu'attention à l'image de la femme qui boit. Qui colle pas, en fait. Qui colle pas avec celle qu'on attend de nous. C'est sûr que la femme qui boit, elle prend souvent un peu de place. Et dans une société où on demande qu'on n'en prenne pas trop, ou en tout cas juste ce qu'il faut, ça peut être un peu dérangeant. Et donc c'est vrai qu'on se planque encore plus. Est-ce que pour toi, il y a des femmes qui boivent justement parce que c'est la seule façon qu'elles ont d'oser prendre la place dans une société qui nous la donne peu ? Je pense que malheureusement, oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a des femmes qui... Alors, je vais pas faire de... Voilà, moi, je parle de mon alcoolisme, mais je connais pas... Enfin, je suis pas soignante ni sociologue, mais on peut aussi bien boire pour tromper l'ennui et la solitude. Je pense que ça, pour le coup, ça n'a pas forcément de genre. Mais ça peut être le cas quand on est une femme, par exemple, au foyer. Mais ça peut aussi être une manière d'exister dans un monde où on nous laisse pas une place énorme, dans un monde patriarcal. Et moi, c'est vrai que j'ai bu pour prendre une place qui était probablement celle d'un homme, d'ailleurs, en fait. Ça, dès le début. Pour le coup, dans le milieu agricole, qui est un milieu assez masculin, quand même, faut dire ce qui est, c'était une manière de prendre une place qui n'était pas tout à fait celle qu'on m'aurait donnée, en fait. Parce qu'une jeune femme de la ville, c'était une manière d'être là, en fait, de montrer que moi aussi, je suis là, et moi aussi, je prends ma place, et regardez les gars. Et bon, dans un monde idéal, on l'apprend autrement, mais... Mais c'était une technique que j'ai trouvée, en tout cas. Et du coup, ce que j'ai envie de défricher un peu avec vous maintenant, c'est, OK, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui ont plein d'autres addictions, très bien. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour faire en sorte que le plus de personnes possible aient d'autres options ? Quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème, qu'il y avait un rapport addictif à quelque chose, qu'il fallait peut-être faire évoluer la situation, qu'est-ce que vous avez fait ? Vers qui vous vous êtes tourné ? Comment on fait ? C'est quoi les premières étapes ? Moi, j'ai craché d'abord, craché ma vie. Quand je me suis aperçu, j'ai bu plus, je pense. Je ne suis pas rentré pendant 3 semaines, jusqu'au moment où je prenne le mur très fort. Et après, c'est vraiment une réaction de kamikaze. Et après, j'ai tout détruit et j'ai voulu reconstruire quelque chose. Et c'est là où on m'a parlé du XAPA et de décrocher mon téléphone. On m'avait parlé avant, mais avant, je n'avais pas envie de le faire. Donc XAPA, c'est
TSAPA. Oui. Donc le TSAPA, c'est un centre de soins, d'accompagnement et prévention en addictologie. Ça sert à quoi concrètement ? Ça sert à vous accompagner, ça sert à vous demander ce que vous voulez faire. Si vous y allez déjà, si vous les appelez, c'est que vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez une addiction, que ce soit l'alcool ou quoi que ce soit d'ailleurs. Moi, je suis arrivé devant une infirmière addictologue et le premier truc qu'elle m'a dit, j'ai un peu étalé ma noirceur un peu partout, j'étais comme ça, tout prostré, ça allait pas du tout. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Je voulais pas qu'on me dise, vous êtes là, on vous envoie au cure, on va vous faire arrêter de boire. Non, elle m'a demandé si je voulais arrêter, si je voulais diminuer, si je voulais aller en cure, si je voulais faire ça chez moi, si j'avais envie de mourir. Et elle m'a donné la possibilité de répondre à tout ça et de venir tous les 15 jours, toutes les semaines au début, et d'être accompagné, vraiment, voir si on prenait des médicaments, si ma compagne voulait suivre les rendez-vous pour les accompagnants, parce que c'est aussi important de savoir que faire avec quelqu'un d'alcoolique. Pour moi, ça a été la main que j'ai prise et que je prends toujours tous les mois. Et c'est quelque chose de gratuit. On ne demande pas votre carte vitale. Bon, votre nom, on vous le demande au bout d'un moment. Mais au début, c'est tout gratuit, c'est public. C'est les impôts qui payent ça. Et c'est l'hôpital public. Donc c'est pas dans l'hôpital en général. Hein. C'est des centres en dehors. Et on croise toutes sortes de gens addicts. Et moi, celui où je vais, en tout cas, ça m'a vraiment sauvé la sobriété, quoi. Oui, d'ailleurs, je crois que tu leur dédies ta BD. Oui. Toi, Charlotte, qu'est-ce que tu conseillerais comme première étape, en tout cas, quelles ont été les tiennes ? Moi, je suis passée par un addictologue. Pour le coup, on dirait que je suis pas passée par un XAPA parce que les délais étaient longs. Et que je suis sûre qu'attendre, en tout cas dans mon cas, je suis pas sûre que j'y serais allée. Il y avait un truc où il fallait que le rendez-vous soit immédiat parce que sinon, j'allais changer d'avis et retourner très vite au bar. Et donc, moi, j'ai pris rendez-vous et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous le surlendemain, quoi. Donc, vraiment, il y avait un truc où le fer était encore chaud. Le travail, moi, a été surtout de sortir du déni, en fait, parce que même à l'addictologue, je lui ai dit, oui, il se pourrait que peut-être je suis un peu trop une bonne vivante. Enfin, voilà, vraiment le déni. Et le travail, ensuite, avec lui, a été d'essayer de comprendre pourquoi je buvais, en fait. En tout cas, quel verre me semblait vraiment utile, d'autres inutiles, à quel moment je me sentais bien dans la journée. En fait, finalement, on n'a pas du tout prononcé le mot alcoolique au démarrage, pas du tout, ça a mis du temps. Et c'est venu de moi au bout de plusieurs semaines de tentatives de modération, qui dans mon cas ont été un cauchemar. Mais il fallait passer par cette tentative, en fait, pour se rendre compte que moi, je pouvais pas me modérer. Mais c'est vrai que moi, je suis passée par un addictologue, mais parce que j'ai de la chance, en fait, aussi. Et ça, je pense que c'est ce que tu disais, c'est que moi, j'ai la chance de pouvoir, en ville, trouver un addictologue rapidement. La chance d'avoir une mutuelle qui peut me permettre de le payer. Enfin, voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et je regrette un peu, d'ailleurs, de ne pas y être allée, finalement, un peu plus tôt. Mais plus tard, je côtoie, d'ailleurs, toujours, les groupes de parole. Et ça, j'y suis allée, ça faisait quasiment 1 an que j'avais arrêté de boire et en fait, je me trouvais très très seule dans ma sobriété. C'est-à-dire que je buvais toujours pas, mais pour moi, c'était toujours très pénible. C'était un combat quotidien. Et c'est pas tout d'arrêter de boire. Ce qui est sympa, c'est quand on n'y pense pas à H24. Et c'est quand on est heureux avec ça, enfin, qu'on y trouve notre compte. Et moi, j'ai trouvé toujours pas mon compte, en fait. C'était vraiment une lutte perpétuelle. Et ce jour-là, pourquoi ce jour-là, je sais pas, mais ce jour-là, je suis allée aux Alcooliques Anonymes, du coup. Et ça m'a fait énormément de bien, pour le coup, de me retrouver entourée de gens qui, finalement, ont certes des vies hyper différentes. On a tellement de points communs que... voilà, moi, je sais qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un des éléments qui font que ma sobriété est heureuse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'y passe aux Alcooliques Anonymes ? On a beaucoup de clichés, on voit des trucs dans les films. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'y passe ? Il y a des clichés qui s'avèrent vrais, quand même. Il y a un aspect un peu religieux dont on fait... On prend ce qu'on veut. Moi, j'avoue que je laisse beaucoup. Pour le coup, c'est pas trop ma came. Mais bon, pourquoi pas. Si ça peut en aider certains, pourquoi pas. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on se retrouve entre nous à un rythme plus ou moins... Il y en a qui y vont tous les jours. Moi, j'y vais 1 fois par semaine. Mais il y a des réunions tout le temps, en fait. Ça, c'est assez surprenant parce que c'est une espèce de petite société secrète dont on n'a pas trop connaissance. Mais il y a des réunions, typiquement dans les grandes villes, il y a des réunions absolument tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et quand on est un peu isolé, il y a même des réunions sur Zoom. On peut les faire sur son ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est que
Oui, le truc où chacun se présente, oui, bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis alcoolique, oui, c'est réel. On se présente, et en fait, c'est vrai que le fait de prononcer ce mot-là, pour certains, certaines, c'est la première fois qu'on le prononce, et je pense que ça ancre quelque chose quand même, et ça nous met tous sur un pied d'égalité. En fait, on s'est tous fait niquer par l'alcool, et donc on est tous là pour en parler. Et en fait, pour en parler ou pas d'ailleurs, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a un thème sur lequel on discute. Ça peut être la sobriété émotionnelle, ça peut être les fêtes de fin d'année. C'est quoi la sobriété émotionnelle ? Parce que l'alcool permet quand même d'étouffer un paquet de sentiments. Moi, je sais que par exemple, je buvais beaucoup quand j'étais en colère ou quand j'étais triste. Mais surtout quand j'étais en colère. Moi, ça me permettait vraiment d'étouffer la colère. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait une fois qu'on a enlevé l'alcool ? La colère est toujours là, quoi. Le monde, il continue de tourner. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et à quel point est-ce que j'arrive à être sobre dans mes émotions ? Le monde continue de tourner. Moi, j'ai plus l'alcool. J'ai plus le bouclier. Comment je fais pour être bien ? Ça peut être ça, par exemple, la sobriété émotionnelle. Mais ça peut être les fêtes de fin d'année, ça peut être la famille, ça peut être vraiment plein de thèmes différents. Et on en parle. Il se passe un truc dans les alcooliques anonymes que je connais nulle part ailleurs, c'est que quand les gens parlent, on écoute et on n'a pas le droit de couper la parole. Ce qui est assez surprenant, ça c'est vraiment tout à fait pas naturel de ne pas rebondir. Et en fait, ça permet vraiment de vider son sac, ça permet aussi d'entendre d'autres personnes parler de choses qui en fait finalement on n'avait pas les mots pour définir quelque chose qu'on vit, qu'on ressent. Et ça fait du bien de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre. Ça permet de faire des ponts. Et voilà. Et ça dure 1h30, quoi, en gros. Fred, tout à l'heure, tu as abordé la question des proches. Tu disais que pour les proches, des gens avec des addictions, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est proche de quelqu'un qui a une addiction ? Est-ce qu'on peut se rendre dans les centres dont tu parlais ? Est-ce qu'on peut se rendre, par exemple, aux alcooliques anonymes ? C'est quoi nos outils ? Au XAPA, on peut totalement y aller. Il y a tout un programme pour les accompagnants. Puis après, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose pour les proches. Peut-être aller voir des médecins ou des choses comme ça. Le XAPA, ils font ça, en tout cas. Et donc, ce sont des espaces d'écoute, des espaces où on peut parler de ses difficultés en tant que proche, j'imagine ? Oui, avec un psychiatre addictologue qui donnera des clés aussi pour réagir. Alors, moi je ne l'ai pas fait, donc puisque j'étais un peu l'accompagné. Donc je sais pas c'est ce qui s'y passe dedans, quoi, mais en tout cas, voilà. Il existe des groupes de parole aussi pour les proches. Oui. Moi, j'ai un peu envie de dire, alors je sais que ça fait pas forcément l'unanimité, mais on peut aussi se barrer en tant que proche. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on consomme, les stats, c'est pour une personne malade alcoolique, il y a 5 personnes qui souffrent autour. Et malheureusement, en tout cas, moi, je sais que dans mon cas, je les voyais pas. Enfin, franchement, j'avais de telles œillères quand je consommais. J'étais persuadée, je savais que je me faisais du mal à moi, mais de là à ce que ça ricoche sur mes proches comme ça, non. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, alors c'est très facile de dire ça quand aujourd'hui ça va mieux, que j'aurais compris que certains proches partent, mais n'empêche que je pense que... nous, on apprend un truc, c'est l'important, c'est toi. L'important, c'est vraiment toi, comment tu vas. Et je peux comprendre qu'un proche, en fait, à un moment, se dise, bon, mais l'important, c'est moi. En fait, là, je peux plus le sauver. Enfin, même si je sais que ça fait pas l'unanimité de dire ça, mais... Non, je suis d'accord, moi. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des proches qui voient que, voilà, autour d'eux, il y a quelqu'un qui a un problème d'addiction, peut-être que cette personne est encore dans le déni, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il s'agit de dire à la personne, en fait, tu vois bien que tu es alcoolique, non. Est-ce que c'est mettre un ultimatum ? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, face à ça ? J'en ai aucune idée. Vraiment, j'aurais pas envie d'être de mauvais conseils, en fait, parce que la situation fait que chaque fois que quelqu'un est venu me dire que j'avais un problème avec l'alcool et que c'était bien, je m'en foutais, quoi. Moi, j'ai bu pour m'enfuir de tout, de toute responsabilité du monde autour. Alors, j'étais bien mieux comme ça. Donc, je sais pas comment la personne prendrait... je sais pas du tout comment aider les gens, à part aller voir des spécialistes. Moi, je me suis pris un ultimatum, pour le coup. C'était vraiment, si tu te prends pas en main, je me barre. Mais cet ultimatum, il a fonctionné, parce que ça peut être vraiment dangereux, je pense, un ultimatum. Il a fonctionné parce que des gens avaient osé, finalement, m'en parler. Des amis. Je pensais que je me planquais, mais en fait, bon, il y en a quand même quelques-uns qui avaient vu. Et je pense qu'en tant que proche, c'est difficile de confronter quelqu'un qui consomme. Moi, j'avais toujours l'impression d'être grondée comme une enfant. Enfin, vraiment une enfant qu'on gronde. Et j'avais toujours une bonne raison de boire, aussi.
Mais n'empêche que si l'ultimatum a fonctionné, enfin finalement que 2 jours après j'étais dans un cabinet d'addicto, c'est probablement parce que toutes ces personnes avant avaient un peu planté des petites graines quand même. Parce que sinon j'aurais juste envoyé chier ma compagne et on n'en parle plus. J'ai pas prétention à donner 1000 conseils, mais bon, il y a peut-être un moment quand même, une sorte de timing quand en parler. Enfin en termes d'impact, parler à quelqu'un de très alcoolisé, c'est un peu comme pisser dans un violon quoi. Clairement c'est assez inefficace, faut peut-être mieux attendre un moment où la personne est sobre. Moi je sais qu'en tout cas ce qui a fonctionné me concernant, mais voilà, je sais pas si ça fonctionne pour d'autres, mais c'était les personnes qui pointaient pas le verre que j'étais en train de boire à l'instant T. Enfin, il y en a eu plein, des gens qui m'ont dit mais ce verre-là il est vraiment nécessaire et tu te resserres encore une bière, et alors que des gens qui me disaient mais plus le pourquoi en fait, qu'est-ce qui cache en fait ce verre-là, on s'en fout du verre, mais qu'est-ce qui cache, qu'est-ce que tu cherches à enfouir là en fait. Ça m'a pas mal aidé, et surtout moi, j'ai souvenir d'un truc qui m'a énormément aidé. Et pourtant, c'est très anecdotique. Et enfin, franchement, je pense que la personne ne s'en rappelle même pas. C'est que moi, j'avais aucune envie, et même, enfin, je pensais même pas arrêter de boire, parce que pour moi, c'était enlever un bout de moi, en fait. Enfin, je voyais pas ce qui restait. Si on m'enlevait l'alcool, j'avais l'impression que j'allais devenir fade, très chiante, et plus avoir de potes, et enfin, à quoi bon? Et je me rappelle d'une petite phrase pendant cette fameuse période de tentative de modération là, où un soir j'avais quasiment pas bu, j'avais bu une bière, ce qui à mon échelle était vraiment très peu, et on m'a dit « Oh là là, t'as vu comment t'étais drôle ce soir, t'as fait marrer tout le monde ». Et en fait c'était la première fois qu'on me disait comment je pouvais être sans alcool et en version positive en fait. Pointer du doigt finalement un comportement, plutôt que de dire « t'as merdé hier soir », finalement de faire remarquer que sobre la personne peut être hyper bien. Et moi ça a tout changé. Pourtant, c'était vraiment une phrase prononcée en montant des escaliers. Enfin, vraiment, je resitue parfaitement la scène. C'était complètement anecdotique, mais de me dire, ah ouais, c'est possible. En fait, une vie avec moins ou sans, on m'enlève pas tout. Mais d'ailleurs, maintenant que vous êtes sobre, est-ce que vous pouvez témoigner de comment allait votre vie? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que c'est horrible? Est-ce que c'était vachement mieux de consommer? Enfin voilà, est-ce qu'il y a quoi de l'autre côté au fond? C'était différent. Moi, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis positif. Je voyais tout en noir avant, j'avais envie de mourir tous les jours. Et depuis que je suis sorti, parce que moi aussi, on m'a dit à un moment, je te préfère comme ça en fait. Je trouve que t'es mieux comme ça, la vie elle est mieux avec toi comme ça. Et ça, c'était super. Et aujourd'hui, je me considère comme heureux. À un moment, j'avais compris que tous les vides de ma vie où je buvais, il fallait que je les remplisse. Donc je les ai bien remplis. J'ai fait plein de choses. Je suis devenu DJ. Je fais 2 fois plus de BD. Je me suis mis au sport. Non. J'ai pris un abonnement à Basic Fit, quoi. Mais bon, on m'a offert le livre de Martin Page, là, donc je vais y aller. C'est Martin Page qu'on a reçu. On a parlé de musculation avec lui il y a quelques mois. Mais je me sens super. Alors, ma vie a changé. J'ai rencontré une nouvelle compagne. Les choses sont différentes. On n'habite pas ensemble. On a envie de changer. J'ai l'impression de voir les choses d'une autre façon aussi. De ne pas être buté, borné, et de ne plus penser qu'à moi, être un peu plus tolérant et de me dire... alors ça paraît être un peu le monde des bisounours, mais j'aime vachement. Le monde des bisounours, c'est pas mal finalement. Comme tout est pourri tout autour, autant avoir une bulle où tout va bien, parce que j'aimerais pas que tout aille mal, parce que je ne sais pas comment... Parce qu'on reste alcoolique toute sa vie. Là, on est des alcooliques qui ne buvons pas. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu dis, Charlotte, à un moment, c'est qu'aux alcooliques anonymes, on dit, plutôt que de penser la sobriété comme quelque chose pour toujours, on se dit 24 heures à la fois. Aujourd'hui, je bois pas, demain, je bois pas. Ouais, il faut pas se projeter trop loin en disant, voilà, si c'est dur, en tout cas, de ne plus boire, je peux ne pas boire jusqu'à aller demain dans 24 heures. Voilà, je me projette pas trop loin, je me donne pas trop de défis trop loin, parce qu'en fait, c'est un peu l'erreur qu'on fait au démarrage, c'est que, en tout cas, moi, je sais que c'était exactement l'erreur que j'ai fait, c'est que le dernier verre à la main, je me suis dit, oh là là, mais dans 15 jours, c'est mon anniversaire, et dans tant de temps, là, j'ai un festival, et après, il y a un repas de famille, et après, je voyais la montagne, en fait. Alors que finalement, un jour à la fois, tranquille. Et un jour à la fois, ça fait beaucoup de temps après, quoi. Ouais, moi, je suis retombé, alors du coup, j'ai dû me relever une autre fois, donc je sais que tout est fragile quand même, parce que tout allait bien avant de rechuter. C'est juste un moment, je me suis mis à y repenser. Mais vraiment, et jusqu'à l'obsession. Et j'en ai parlé à mon addicto, qui a dit la frustration va être pire. Donc essayez. Ouais.
Moi, j'étais persuadé que j'allais me modérer. Voilà. La fameuse modération. J'ai bu un verre et puis c'était reparti. Il y a autre chose que tu dis, Charlotte, pareil, qui est tiré des Alcooliques Anonymes. La philosophie des Alcooliques Anonymes, moi, dans ton livre, j'en ai appris énormément et j'adore. Et notamment, tu dis, vous croyez que vous êtes guéri, allez faire un petit tour dans votre famille. Ouais, ça on le dit souvent. Ouais, quand on pense que tout va bien, va faire un tour dans ta famille, on verra si vraiment ça va bien. Mais je pense que c'est valable pour une bande de potes avec qui on ne fait que boire, par exemple. Ça peut être... Moi, c'est vrai que vu que c'est là où j'ai commencé à boire, sans pour autant avoir vraiment une famille alcoolique, hein, mais en tout cas, le côté où c'est tellement installé et ancré que dans ces moments-là, on consomme, retourne-y, on va voir comment ça se passe. Et pour terminer, je voudrais vous demander si vous avez l'impression que la société en fait assez, parce qu'on a un peu parlé au début de cet épisode du fait qu'on est saturé de représentations, d'imaginaires, de gens qui boivent au cinéma, puis parfois ça a l'air d'être super viril, parfois c'est un truc de girl boss qui prennent un verre de vin rouge à la fin de la journée parce qu'elles ont été formidables toute la journée, donc c'est leur récompense, puis les pubs, et puis voilà. Est-ce que, j'imagine que c'est ça le plus pervers avec l'alcool, c'est que c'est la drogue la plus banalisée quelque part. Est-ce que l'État, par exemple en France, fait assez pour lutter contre ça, selon vous ? Ah non, clairement pas. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas. Et je trouve que surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en France, mais comme dans beaucoup de pays qui ont une culture de l'alcool, en fait, ça peut être l'Espagne. Ouais, l'Espagne, la Belgique, enfin voilà. Il y a une espèce de... La responsabilité est toujours mise sur les buveurs. T'es alcoolique parce que tu bois trop. C'est ton problème. Alors même qu'en fait, on pourrait réfléchir dans une société dans laquelle il y a une responsabilité collective de tout ça. Parce que c'est une société dans laquelle on promeut la consommation d'alcool. On va peut-être pas parler des lobbies maintenant, mais... On peut parler des lobbies. Mais ça arrange, en fait. Ça arrange les alcooliers de se dire que la responsabilité est portée uniquement sur les gens qui consomment trop. En gros, ce serait de ta faute. Or, en fait, on peut s'interroger sur le fait qu'il y ait une vraie responsabilité collective. En fait, est-ce que je suis malade alcoolique parce que moi, j'ai consommé trop ? Ou est-ce que je suis malade alcoolique parce que finalement, la société aussi veut que je consomme ? Alors là, pour le coup, j'ai pas forcément la réponse, mais je trouve que c'est un peu déculpabilisant. Non pas qu'il faille forcément se déculpabiliser, parce qu'on a consommé aussi pour des raisons qui nous sont très propres, mais n'empêche qu'à un moment, ça fait aussi du bien d'entendre ça, en fait, de se dire que si j'avais pas été baignée de toutes ces publicités, si j'avais pas été baignée de tous les discours qu'on peut entendre sur l'alcool, est-ce que vraiment j'aurais consommé comme j'ai consommé ? La question se pose. Il y a un très beau documentaire France Télé qui s'appelle Boire, auquel tu as participé d'ailleurs, Charlotte, que vous pouvez, chers auditeurs, voir en replay normalement, dans lequel justement on revient un peu sur la place du marché de l'alcool, des lobbies, et qui raconte notamment l'influence qu'ils ont pu avoir sur la loi E20, donc la loi qui régule la question de la consommation de l'alcool en France, avec ce fameux « à consommer avec modération » qui arrive juste après, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc qui est une mention obligatoire. Mais la mention obligatoire, c'est juste l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le à consommer avec modération, et moi je l'ai appris dans ce documentaire, il a été poussé par les alcooliers. Et en fait, le cerveau, quand il entend à consommer avec modération, il entend à consommer. À consommer. Ouais. Et la faute est portée sur ceux qui ne savent pas se modérer. Alors même que tout le monde doit consommer, par contre. En tout cas, dans ce message-là, c'est un peu ce qu'on véhicule. Et est-ce que politiquement, il y aurait des choses à faire pour changer ça ? Est-ce qu'on devrait être un peu plus actif, un peu plus vénère, un peu plus exigeant quant à cette réglementation, en fait ? Il faudrait qu'on écoute le ministère de la Santé, pas le ministère de l'Économie, quoi. C'est surtout ça. Je pense que si on prend des politiques de santé publique d'un côté, et puis d'un autre côté, on fait des affaires avec le lobby des 5000 acteurs du vin, qui organisent aussi des campagnes de lobbying en sous-marin. Je sais, j'en ai fait une. Pour influer sur le gouvernement et pour que certaines lois ne passent pas et tout ça. Mais c'est comme le lobby de la cigarette, je veux dire, c'est... Philippe Maurice a investi dans les vapoteuses. Donc, alors même que le coût social de l'alcoolisme est bien plus élevé que ce que rapporte finalement la filière vitivinicole. Mais la France, c'est le vin. Mais la France, c'est le vin. Et pour autant, je pense que les deux, on peut tout à fait... c'est pas... Bah oui. C'est pas on n'oppose pas les mesures de santé publique et la joie. Et la joie. Ouais. Tant mieux s'il y a des gens qui savent se modérer en fait. Mais vraiment, moi, ils ont de la chance. Moi j'ai pas moi je les envie un peu. Ouais, moi aussi. J'ai pas vocation du tout à ce que tout le monde arrête de boire et qu'on fracasse le patrimoine parce que ça m'emmerderait. Mais je pense pas qu'on soit obligé de. Enfin, en tout cas, en parler et se bouger sur ce sujet ne va pas à l'encontre de la bonne vitalité d'une filière. Enfin, c'est pas parce qu'on en parle qu'on va fracasser la filière viticole. Enfin, c'est impossible, en fait. Bah non, elle se fracasse toute seule, en plus, donc... Par ailleurs.
Et en même temps, j'ai l'impression que ça peut être utile de décorréler l'idée de la fête, de la joie, d'être ensemble, de la consommation de l'alcool. Je sais, Charlotte, que récemment, tu as participé à une sober party, donc une fête sobre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était ? Et parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait des sober parties partout. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'y aller. Raconte-nous. Alors moi déjà j'ai été hyper surprise parce qu'il y a eu un engouement hallucinant pour cette sober party. Alors ça c'est peut-être mon cerveau d'alcoolique qui a été très surpris de ça parce que je me suis dit mais il y a tant de gens qui sont intéressés pour faire la fête sobre. Vraiment il y a un monde dans lequel j'ai halluciné de voir tout cet engouement. Mais l'engouement était réel. Plus de 300 personnes rassemblées dans un bar où on ne sert pas d'alcool. Et c'est possible. Et ça a donné une super soirée. Une super soirée où les gens sont restés jusqu'à tard. Mais il y a un côté où on est sans filtre, où on s'écoute, où on danse, on chante. Enfin, vraiment, c'était une soirée, mais comme une autre, en fait. Il n'y avait rien de plus et rien de moins, parce qu'en fait, OK, il n'y avait pas d'alcool, mais il y avait plein d'autres propositions hyper sympas. Est-ce qu'il y avait des relous quand même ? Et là, non, il y avait zéro relou. Il y avait zéro relou, ça c'est fou, en fait. C'est dingue. On n'en a pas drainé un seul, quoi. Non, vraiment... Mais moi, j'ai encore un peu de mal à atterrir. C'était il y a quelques jours. J'ai encore un peu de mal à atterrir de cette joie commune, partagée, sans aucun filtre. Enfin, vraiment, je suis surprise. Et le fait est que beaucoup de personnes nous ont dit, mais du coup, la prochaine, c'est quand ? Donc, comme quoi, les gens en demandent. Mais peut-être aussi parce que moi, quand je consommais, je pensais pas qu'on pouvait faire la fête sans alcool. Enfin, en tout cas, dans mon monde, il y avait personne qui faisait la fête sans alcool. Je remarquais même pas les gens qui consommaient pas. Là, depuis un peu plus de 4 ans, je vois qu'il y a des gens qui font la fête sans alcool parce que je les côtoie et que j'en fais partie, finalement. Mais je pensais pas que des gens pouvaient se dire... Ah ouais, et si là, ce soir, je faisais la fête sans alcool ? Et en fait, il y a soit un côté un peu défi, un peu test, un peu allez, on y va comme ça, soit des gens qui, en fait, finalement, sortent pas parce que ils ont pas envie de côtoyer des relous bourrés. Soit parce qu'ils se disent demain j'ai plein de trucs à faire et en fait c'est encore mieux si je peux les faire, soit parce que ça va pas m'empêcher de danser, soit parce que je pense que c'est un autre modèle. Mais alors après moi dans mon monde idéal, ce qui serait chouette en fait ce serait qu'on puisse tous se mélanger. Ça ce serait vraiment le rêve de se dire que les bars proposent aussi bien une offre sans alcool hyper développée qui permet de passer une vraie belle soirée, que les gens qui consomment aient un respect de ceux qui ne consomment pas et les remarquent en fait finalement, qui est une forme de respect mutuel quoi. Ça ce serait un monde idéal. Vous pensez que ça pourra advenir, Fred ? J'espère, mais ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de bars où l'offre sans alcool est nulle, faut bien le dire, et que c'est très cher. Un coca plus cher qu'une bière, voilà. Et puis on n'a pas envie de boire du coca, on a envie de boire des choses différentes. C'est comme quand on est végétarien, on n'a pas envie de manger des saucisses végétariennes, on a envie de manger autre chose. Et pour l'alcool, c'est pareil. La bière sans alcool, non. Merci infiniment à Camille Test qui a mené cet entretien avec Charlotte Perronnet et Terreur Graphique dans le cadre du podcast Encore Heureux, auquel je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je le redis, Fred alias Terreur, il a signé les illustrations de notre super livre La mytho des fachos, l'extrême droite et ses obsessions, et c'est en librairie à partir du 29 mai. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania. Paul Berthiaud a réalisé cet épisode, Charlotte Bex l'a préparé. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.